Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Merci, merci. Je vous en prie, veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Bonsoir, bonjour. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, membres de la Chambre, membres du Sénat, chers invités, peuple du Canada. Je vous remercie pour cet accueil extraordinaire qui me pousse à tout simplement me taire et partir, parce que on ne peut pas faire mieux que cela. Bon, bien sûr, je suis reconnaissant pour cet accueil chaleureux. Je suis très reconnaissant pour cette relation de travail étroite et cette amitié que nous avons avec votre extraordinaire Premier ministre, Justin Trudeau, et son extraordinaire épouse, Sophie. Mais je crois qu'il est juste de dire que, en fait, cet accueil ne fait que refléter l'extraordinaire alliance et la profonde amitié qui unissent les Canadiens et les Américains. Justin, je vous remercie pour ces aimables propos et pour cette nouvelle énergie, ce nouvel espoir qu'insuffle votre leadership à votre pays, à l'Alliance. Bien sûr, mon mandat approche de sa fin, mais je sais que le Canada et le monde entier profiteront de votre leadership au cours des années à venir. Donc, le Canada est le tout premier pays que j'ai visité en tant que président. C'était en février. Il faisait plus froid. J'étais plus jeune. Maintenant, Michel décrit mes cheveux comme le grand nord blanc. Durant cette visite, je me suis promené dans les marchés de Byward. J'ai dégusté une queue de castor. Ça a meilleur goût qu'à l'entendre. Et à l'époque, tout comme aujourd'hui, j'avais été touché par la chaleur du peuple canadien. Je suis profondément honoré de vous rejoindre dans cette chambre historique, cette cathédrale de la liberté. Nous, les Américains, ne le répéterons jamais assez. Nous ne pourrions pas espérer meilleur ami et allié que le Canada. Cela n'est pas possible. C'est vrai. Et nous ne prenons pas cela pour acquis. Bon, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas connu quelques différends. D'après ce que j'ai compris, la raison pour laquelle la reine a choisi ce site pour le Parlement est qu'il se trouvait à une distance sûre de la frontière américaine. Et je dois l'admettre, pendant la guerre de 1812, les troupes américaines ont causé effectivement quelques dégâts à Toronto. Et je présume aussi que certaines personnes de ce côté-ci n'étaient pas trop mécontentes quand les Britanniques nous ont rendu la faveur en mettant le feu à la Maison-Blanche. À des époques plus récentes, cependant, les seules forces qui ont traversé les frontières sont des armées de touristes et d'hommes d'affaires qui viennent faire des familles qui viennent du shopping, du commerce et visiter leurs proches. Nos seules batailles ont lieu à l'intérieur d'une patinoire de hockey. Là aussi, une paix fragile est maintenue. En tant qu'Américains, nous célébrons toujours la vie de M. Hockey en personne, le regretté et grand Gordie Howe. Tout comme les Canadiens qui savent saluer des équipes américaines qui remportent plus de Coupes Stanley dans la LNH.
Je vous avais bien dit que j'aurais dû m'arrêter après les applaudissements. Mais dans un monde où bien trop de frontières sont une source de conflit, nos deux pays sont unis par la plus longue frontière pacifique du monde. Mais ce n'est pas que notre proximité qui rend notre relation tellement unique. C'est notre engagement immuable envers un ensemble de valeurs. Un état d'esprit qui dit que, comme l'a dit Justin, qui dit indifféremment de notre identité, de notre lieu d'origine, de notre nom de famille, notre religion. Ici, nous pouvons réaliser nos vies comme nous le souhaitons. C'est ce cran dont ont fait preuve les pionniers et les prospecteurs, ceux qui ont réalisé la percée à l'ouest, franchissant une frontière inhospitalière, les rêves de ces générations d'immigrants et de réfugiés que nous avons accueillis sur nos rivages, et les espoirs des esclaves fugitifs qui sont remontés vers le nord avec le chemin de fer clandestin. Au plus profond de l'histoire de notre lutte, avait dit le Dr Martin Luther King Jr., le Canada était notre étoile du Nord. Le chemin de la liberté nous unit. Nous sommes aussi unis par le service de ceux qui nous ont défendus dans les champs des Flandres, sur les plages de Normandie, dans les ciels des Balkans, et plus récemment dans les montagnes de l'Afghanistan et maintenant dans des bases d'entraînement en Irak. Et leur sacrifice est reflété dans les rangées silencieuses d'Arlington et la tour de la paix qui nous surplombe. Et aujourd'hui, nous rendons hommage à ceux qui ont donné la vie à nous tous. Nous sommes aussi liés par les institutions que nous avons bâties pour préserver la paix. Les Nations unies pour promouvoir nos aspirations collectives, l'Alliance de l'OTAN pour veiller à notre sécurité, NORAD, où Américains et Canadiens maintiennent la garde côte à côte et qui, la veille de Noël, surveille aussi les mouvements du Père Noël. Nous sommes liés par un vaste réseau commercial qui transporte des marchandises d'un bout de ce continent à l'autre, et par des liens d'amitié et familiaux. Dans mon cas, un beau-frère formidable. De Burlington, notre relation est remarquable précisément parce qu'elle paraît si ordinaire. Et c'est pourquoi nous, Américains, sommes parfois si surpris d'apprendre que notre acteur ou chanteur américain favori s'avère être notre grand étonnement canadien. En fait, nous nous reconnaissons les uns dans les autres et pour cela, nos vies en sont enrichies. En tant que président, j'ai œuvré pour renforcer les liens entre nos deux pays. Et grâce aux progrès réalisés au cours des dernières années, je puis me tenir maintenant devant vous que le partenariat immuable entre les États-Unis et le Canada est aussi fort qu'il n'a jamais été et nous sommes plus alignés que nous n'avons jamais été. Et pourtant, nous nous rencontrons à un moment déterminant pour nos pays et pour le monde. Depuis cette capitale pleine de vie, nous pouvons voir un monde qui a énormément profité de l'ordre international à la construction duquel nous avons contribué ensemble. Mais nous pouvons aussi observer ce monde de plus en plus poussé vers ses limites par les forces accélératives du changement. Le monde, d'après la plupart des éléments de mesure, est moins violent que jamais dans le passé.
mais ils demeurent déchirés par d'anciennes divisions et des haines nouvelles. Le monde est plus connecté que jamais auparavant, mais à mesure qu'il dissémine la connaissance et la possibilité d'une meilleure compréhension entre les peuples, il permet aussi aux terroristes de répandre la haine et la mort, tout récemment à Orlando et Istanbul. Le monde est plus prospère qu'il ne l'a jamais été. Mais en parallèle à la mondialisation et aux merveilles technologiques, nous avons aussi constaté une augmentation des inégalités et une stagnation des revenus dans toutes les économies avancées, laissant trop de travailleurs et de communautés dans la crainte d'un avenir moins prometteur, non seulement pour elles-mêmes, mais surtout pour les enfants. Face à cette incertitude croissante, il ne suffit pas de se pencher sur les taux de croissance cumulés, sur les cours de la bourse ou sur le rythme de l'innovation numérique. Si les avantages de la mondialisation ne retombent que sur les personnes au sommet de la société, si nos démocraties semblent incapables de prodiguer une croissance à base large et offrant des opportunités à tout un chacun, dans ce cas, les peuples vont se rebiffer, mus par la colère ou la peur. Et les politiciens, d'aucuns sincères, d'autres totalement cyniques, puiseront dans cette colère et cette peur, nous ramenant à une époque révolue marquée par l'ordre, la prévisibilité et la gloire nationale, prétendant que nous devons construire des murs et nous désengager d'un monde chaotique et nous débarrasser des malheurs supposés qu'apportent les immigrants. Tout cela afin de reprendre le contrôle de nos vies. Nous avons été les témoins de certains de ces courants à l'œuvre la semaine dernière, avec le référendum britannique pour quitter l'Union européenne. En dépit de certaines réactions initiales, j'ai confiance que le processus pourra être géré de manière prudente et ordonnée, et j'anticipe que nos amis de chaque côté de la Manche seront en mesure d'élaborer un plan gérable quant à la marche à suivre. J'ai tout autant confiance que les valeurs transatlantiques que nous partageons en tant que démocratie libérale à économie de marché sont plus profondes et fortes que toute difficulté que nous pourrions rencontrer. Même si les circonstances du Brexit sont uniques au Royaume-Uni, les frustrations ressenties par les peuples ne le sont pas. Les répercussions à court terme du Brexit pourront être gérées raisonnablement, mais les tendances durables de l'inégalité, de la dislocation et des fractures sociales afférentes ne peuvent pas être ignorées. Notre manière de réagir aux forces de la mondialisation du changement technologique déterminera la durabilité d'un ordre international qui veillera sur la sécurité et la prospérité des générations futures. Heureusement, le partenariat entre les États-Unis et le Canada nous montre la voie que nous devons emprunter. Car notre histoire et notre travail en commun témoignent d'un ensemble de valeurs partagées sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Les valeurs dont a parlé votre ministre, les valeurs du pluralisme et de la tolérance, de l'état de droit et de l'ouverture, de l'engagement mondial, du commerce et de la coopération, conjuguées avec l'égalité des chances et des investissements dans l'humain sur le plan national. Comme l'a dit une fois le Premier ministre Pierre Trudeau, un pays, après tout, ce n'est pas quelque chose que l'on construit comme les pharaons ont construit les pyramides et que l'on laisse là pour défier l'éternité. Un pays, c'est quelque chose que l'on construit tous les jours sur la base d'un ensemble de valeurs fondamentales partagées. Ce qui est vrai pour les pays est vrai pour le monde. Et c'est de cela que je souhaite parler aujourd'hui. Comment renforcer nos institutions afin de promouvoir ces engagements dans un monde en évolution constante? Permettez-moi de commencer par la vision économique. Tout ce que nous faisons en matière d'opportunités pour la population doit être au centre de nos préoccupations. Nous avons beaucoup de chance, car nos deux pays sont très bien positionnés pour réussir au 21e siècle. Car nos deux nations savent d'expérience quelle est la formidable puissance des marchés et de l'innovation.
Il y a des Canadiens qui participent à la direction de certaines des entreprises les plus innovantes de la Silicon Valley. Nos étudiants sont inscrits dans nos universités respectives de qualité mondiale. On investit dans la recherche et le développement. On prend des décisions basées sur la science et les preuves. Et cela marche. Et cela qui a créé ces économies extraordinaires. Mais si nous avons appris quoi que ce soit de la crise financière de la récession récente, c'est que les économies se portent mieux si tout le monde a une chance de réussir. Mais pendant longtemps, on a cru que les pays devaient choisir entre croissance économique et inclusion économique. Mais il s'avère que c'est un faux dilemme. Si un PDG gagne plus en un jour qu'un employé typique ne gagne en une année, ce genre d'inégalité est non seulement mauvais pour le moral de cette entreprise, il s'avère que c'est mauvais aussi pour l'économie. Ce travailleur n'est pas un bon client pour l'entreprise. Si un jeune homme de l'Ohio ne peut pas rembourser son prêt étudiant ou si une jeune femme de l'Ontario ne peut pas payer ses factures, cela a des conséquences pour nos économies. Cela limite les possibilités de croissance. Il nous faut donc une croissance à base large et qui profite à tout le monde, y compris des politiques fiscales équitables envers les familles qui travaillent et des filets de sécurité solides pour ceux qui sont victimes de la malchance. Comme l'a dit une fois John Kenneth Galbraith, le dénominateur commun du progrès, c'est notre peuple. Bien sûr, ce ne sont pas des chiffres, ce ne sont pas des abstractions, c'est comment se portent les gens. Bien sûr, nombre de ceux qui partagent cette vision progressiste et inclusive affirment, on peut les entendre affirmer que l'investissement de l'humain, la protection des travailleurs et des politiques fiscales justes ne suffisent pas. Selon eux, la mondialisation est entièrement truquée pour favoriser le 1%. Et que ce qu'il faut donc faire, c'est mettre fin aux accords commerciaux et aux institutions internationales qui intègrent de plus en plus les économies nationales. Et je comprends cette vision. Je sais pourquoi elle est tentante. Il semblerait que si l'on traçait une ligne le long de nos frontières, cela nous accorderait davantage de contrôle, surtout si les bénéfices du commerce sont difficiles à observer, ou on peut les prendre pour acquis, tandis que les dislocations, elles, sont évidentes et réelles. Mais il n'y a qu'un seul problème. Restreindre le commerce ou céder au protectionnisme au XXIe siècle, cela ne marchera pas. Cela ne marchera pas. Même si le souhaitions, nous ne pouvons pas nous désengager du reste du monde. Le lendemain du Brexit, les gens se sont demandé « Oh, comment est-ce que cela va fonctionner ?» Le ralentissement que font subir les faibles économies en Europe, au Japon, en Chine et en économie et dans le reste du monde sur nos propres économies nous indique que nos économies dépendent, nos emplois, nos entreprises dépendent de la vente de biens et de services dans le monde entier. Peu de nos industries nationales ne peuvent se couper de ce qui constitue maintenant véritablement une chaîne logistique globale. Donc, pour ceux d'entre nous qui croyons véritablement que nos économies doivent œuvrer pour tout le monde, la réponse, donc, n'est pas d'essayer de se soustraire de notre monde interconnecté. Il s'agit plutôt de s'engager avec le reste du monde pour définir des règles bénéfiques et pour nos travailleurs et pour nos entrepreneurs. Et les expériences de nos deux pays montrent la voie. Les États-Unis et le Canada ont la plus vaste relation d'échanges bilatéraux et d'investissements au monde. Et cela nous rend plus forts. Cela signifie
Cela fait qu'une entreprise au Québec peut créer des emplois en Caroline du Nord. Une entreprise en démarrage à Toronto peut attirer des investissements du Texas. Le problème, c'est que nombre des régions de plus forte croissance dans le monde, en Asie particulièrement, ne respectent pas toujours les mêmes règles. Elles imposent des tarifs injustes, répriment les droits des travailleurs, se dotent de normes environnementales peu rigoureuses qui font qu'il est difficile à nos entreprises d'y être concurrentielles. Mais grâce au partenariat transpacifique, nous avons la capacité non seulement d'ouvrir ces marchés aux produits américains et canadiens, mais aussi d'éliminer ces tarifs injustes, lesquels, en fait, nous devons le faire pour ces entreprises qui vendent déjà ici au titre des règles actuelles, mais nous ne vendons pas suffisamment dans leur pays. Mais cela nous permet aussi de renforcer les protections accordées aux travailleurs et à l'environnement et de promouvoir les droits de l'homme, y compris des interdictions fortes contre la traite des êtres humains et le travail des enfants. Grâce à cela, nos travailleurs sont en compétition sur un pied d'égalité. Nos entreprises sont moins susceptibles de s'adonner à une surenchère vers le bas. Et si cela se conjugue avec de nouveaux investissements dans l'éducation, la formation et la qualification professionnelle, l'infrastructure, la recherche, le développement, la connectivité, nous pourrons profiter de cette croissance durable qui nous donnera à tous une vie meilleure, à chacun d'entre nous. Nous devons regarder vers l'avenir et non vers le passé. Plus de commerce, plus de liens individuels peuvent aussi contribuer à faire tomber d'anciennes divisions. Je remercie le Canada pour avoir soutenu nos efforts pour nous avoir aidés dans nos négociations avec le gouvernement cubain pour renoncer à un demi-siècle de politique infructueuse et entamer un nouveau chapitre avec le peuple cubain. Je sais que beaucoup de Canadiens aiment se rendre à Cuba. Peut-être est-ce parce que les plages ne sont pas bondées d'Américains, mais cela est en train de changer. Et la montée des engagements des Américains avec le peuple cubain se traduira par davantage d'opportunités économiques et plus d'espoir pour les Cubains ordinaires. Et nous sommes également d'accord, Américains et Canadiens, que les pays riches comme les nôtres pourront réaliser leur plein potentiel si d'autres restent empêtrés dans la pauvreté. Bien sûr, cela non plus ne va pas changer dans ce monde interconnecté. S'il y a pauvreté, maladie, conflit, et dans le monde entier, cela déborde. Même si l'on essaie de croire que nous pouvons bloquer ces choses. Dans le cadre de notre engagement vers les objectifs de développement millénaire durable, nous pouvons mettre fin à l'indemnité de la pauvreté extrême. Nous pouvons apporter plus d'électricité à l'Afrique pour que les étudiants puissent étudier la nuit et le commerce rester ouvert et éliminer les fléaux que constituent le paludisme et le Zika. Nous pouvons réaliser notre but de créer la première génération sans sida. Nous pouvons le faire. C'est à notre portée. Et nous pouvons aider ceux qui œuvrent à remplacer la corruption par des institutions transparentes et responsabilisées au profit du peuple. En tant que leader du développement mondial, les États-Unis et le Canada comprennent que le développement, ce n'est pas de la charité. C'est un investissement envers notre prospérité future. Parce que non seulement ces investissements et ces politiques vont-ils aider les pays pauvres, mais ils vont aussi créer des millions de clients pour les produits américains et canadiens et rendre moins probable la propagation d'épidémies mortelles vers nos rivages et stabiliser des régions du monde qui menacent la sécurité de nos populations.
En fait, le Canada et les États-Unis croient que notre propre sécurité et notre prospérité en sortent renforcées si nous défendons les droits de tous les pays et les peuples de vivre dans la sécurité et la paix. Même s'il existe des situations où une action unilatérale est nécessaire pour défendre notre population, nous croyons que dans un monde où les guerres entre pays en grande puissance sont beaucoup moins probables, mais aussi où les menaces transnationales telles que le terrorisme ne connaissent pas de frontières, notre sécurité est mieux servie quand les nations travaillent ensemble. Nous croyons que les différends qui émergent effectivement entre nations peuvent être réglés de manière pacifique par la diplomatie et que les organisations multilatérales doivent être appuyées et que le multilatéralisme n'est pas un gros mot. Et certainement, nous sommes plus en sécurité si nous restons unis face aux réseaux et aux idéologies terroristes qui sont arrivés jusqu'au seuil de cette Assemblée. Nous rendons hommage à tous ceux qui nous ont été dérobés par les extrémistes violents, y compris les Canadiens, John Ridsdale et Robert Hall. Grâce aux contributions supplémentaires du Canada, y compris en matière de formation et de renseignement, notre coalition est passée à l'attaque en Irak et en Syrie et nous détruirons le groupe terroriste Daesh. Nous les détruirons. Nous allons continuer d'aider les forces locales, partager leurs renseignements de l'Afghanistan aux Philippines et repousser les réseaux terroristes. Et, par contraste, avec la haine et les réseaux terroristes, nous allons travailler avec nos partenaires du monde entier, y compris et particulièrement auprès des communautés musulmanes, pour offrir une vision meilleure, une voie qui mène au développement, à l'opportunité et à la tolérance, parce que ils sont et ils doivent être nos partenaires dans cet effort. Et quand des nations enfreignent les règles et les normes internationales, comme dans le cas de l'agression russe contre l'Ukraine, nous demeurons unis dans la défense, de concert avec nos alliés dans la défense de notre sécurité collective. Pour ce faire, il faut se doter d'un ensemble d'outils, tels que les sanctions économiques. Mais cela signifie aussi que nous devons maintenir nos forces prêtes pour les missions du 21e siècle et investir dans de nouvelles capacités. En tant qu'alliés et amis, permettez-moi de vous dire que nous serons plus en sécurité si chaque membre de l'OTAN, y compris le Canada, contribue entièrement à notre sécurité collective. Les forces armées canadiennes sont très performantes et très efficaces. Et si je peux me permettre d'emprunter une expression, le monde a besoin de plus de Canada et l'OTAN a besoin de plus de Canada. Nous avons besoin de vous. De concert avec le travail en faveur de notre défense commune, il nous incombe aussi de travailler ensemble sur le plan diplomatique, surtout pour éviter la guerre. Et en diplomatie, il est rare que les résultats se fassent sentir rapidement. Mais même les conflits les plus inextricables peuvent être résolus. Ici même, dans cet hémisphère, depuis il y a quelques semaines, après un demi-siècle de guerre, la Colombie s'apprête à réaliser une paix historique. Et les pays d'Amérique du Nord
Les pays d'Amérique du Nord continueront d'être les partenaires importants de la Colombie à l'avenir, notamment pour le retrait des mines terrestres. Dans le monde entier, des diplomates canadiens et américains travaillent ensemble et font la différence. Même en Syrie, où l'agonie et la souffrance du peuple syrien nous bouleversent. Nos deux pays sont toujours les leaders de l'aide humanitaire apportée au peuple syrien, et même si un vrai règlement de ce conflit ne semble se situer qu'à un avenir très lointain, nous savons que la seule solution à cette guerre civile est une solution politique, laquelle permettra au peuple syrien de se réapproprier son pays et de vivre dans la paix. Les Canadiens et les Américains vont faire tout leur possible pour que cela se concrétise. Et ici, dans la patrie de Lester Pearson, nous réaffirmons notre engagement envers le renforcement du maintien de la paix qui épargne des vies humaines dans le monde entier. Il y a une menace, cependant, que nous ne pouvons pas régler ni militairement, ni tout seul. Et cette menace est le changement climatique. Le changement climatique n'est plus une abstraction. Ce n'est pas un problème que nous pouvons remettre à plus tard. Ça se passe maintenant. Ça se passe ici, dans nos pays. Les États-Unis et le Canada sont tous les deux des nations arctiques. Et l'année dernière, lorsque je suis devenu le premier président américain à visiter l'Arctique, j'ai pu en voir les effets de moi-même. Des glaciers, comme le glacier canadien de l'Athabasca, sont en train de fondre à une vitesse alarmante. La toundra prend feu. Le permafrost se dégèle. Il ne s'agit pas d'un complot. Ça se passe. D'ici une génération, la glace de la mer Arctique pourrait pratiquement disparaître pendant l'été. Les sceptiques et les cyniques peuvent continuer de nier ce qui se déroule devant leurs yeux. Mais les Autochtones de l'Alaska que j'ai rencontrés, dont les villages ancestraux sont en train de glisser dans la mer, eux, ils savent que le changement climatique est réel. Ils savent que ce n'est pas occasionnaire. Du Bangladesh aux îles du Pacifique, la montée des mers submerge des îles et expulse des populations de leurs maisons. Dans le monde entier, des tempêtes de plus en plus violentes et des sécheresses de plus en plus intenses vont créer des crises humanitaires et risquer plus de conflits. Le changement climatique n'est pas qu'un enjeu moral et économique, c'est un enjeu urgent de sécurité nationale. Pendant trop longtemps, on nous a dit que s'attaquer au changement climatique entraînerait une perturbation de nos économies. Mais permettez-moi de dire, les émissions de carbone aux États-Unis sont redescendues à leur niveau d'il y a 2 décennies, alors même que nous avons fait croître notre économie de manière dramatique pendant la même période. L'Alberta, la région pétrolifère du Canada, fait de gros efforts pour réduire ses émissions tout en promouvant la croissance. Ainsi, si le Canada peut le faire, si les États-Unis peuvent le faire, le monde entier peut également connaître une croissance économique tout en protégeant la planète. On peut le faire. On peut le faire. Nous pouvons aider le monde à réagir à cette menace. Ensemble, à Paris, nous avons conclu l'accord le plus ambitieux de l'histoire pour lutter contre le changement climatique, faisant en sorte qu'il entre en vigueur cette année. Grâce à notre accord avec le Mexique aujourd'hui, produisons la moitié de l'électricité sur ce continent avec des sources d'énergie propres d'ici une décennie. C'est réalisable. Devenons des partenaires dans l'Arctique pour aider ces populations à bénéficier des opportunités qu'elles méritent, tout en conservant le seul foyer qu'elles connaissent. Et en capitalisant sur l'idée née à Montréal il y a 30 ans, éliminons finalement progressivement les émissions dangereuses de gaz hydrofluorocarbone à effet de serre. Nous n'avons pas d'autre planète. Il pourrait bien s'agir de notre dernière chance de la sauver. Et l'Amérique et le Canada vont devoir être les pionniers, les chefs de file. Nous devons montrer la voie.
Nous sommes unis par notre engagement pour protéger la planète. Nous sommes également liés par notre engagement vis-à-vis de la dignité de chaque être humain. Nous croyons que chaque individu a le droit de participer à la société, d'être traité équitablement et d'avoir la même chance de réussir. C'est l'essence même, c'est notre ADN, c'est l'essence même de la démocratie. Bien sûr, je suis sûr que nous pouvons tous convenir que nos démocraties sont loin d'être parfaites. Elles peuvent être désordonnées, elles peuvent être lentes, et souvent toutes les parties à un débat en sortent insatisfaites. Juste au moment où on commençait. Donc, si vous ne l'aviez pas compris, c'est de là que viennent ces cheveux gris. Mais plus que tout autre système de gouvernement, la démocratie permet à nos droits les plus précieux à trouver leur pleine expression. Elle nous permet de nous atteler au difficile travail de la citoyenneté et d'améliorer constamment nos pays, d'affronter de nouveaux défis et de rectifier les erreurs du passé. Monsieur le Premier ministre, quel puissant message de réconciliation vous avez envoyé ici au reste du monde quand votre gouvernement s'est engagé à entamer une nouvelle relation avec les Premières Nations du Canada. La démocratie n'est pas facile, c'est difficile. Se montrer à la hauteur de nos idéaux peut être difficile même durant les périodes d'opulence. Cela peut être encore plus difficile quand l'avenir semble incertain ou quand, par réaction à des craintes et des frustrations légitimes, certains proposent la politique du « nous » contre eux, qui fait de l'autre le bouc émissaire de nos problèmes. L'immigrant, le réfugié, ou quelqu'un qui a une apparence différente de la nôtre. Nous devons nommer cette mentalité pour ce qu'elle est, une menace intrinsèque contre ces mêmes valeurs que nous cherchons à défendre. C'est justement parce que nous respectons tous les peuples que le monde voit en nous un exemple. Les couleurs du drapeau arc-en-ciel sur la colline du Parlement et qui ont éclairé la Maison-Blanche. Cela témoigne de notre progrès, mais aussi du travail qui reste encore à faire pour garantir une véritable égalité à tous nos citoyens, gays, lesbiens, bisexuels et transgenres. Nos amis musulmans, nos voisins, qui sont chefs d'entreprise, qui travaillent pour notre gouvernement et qui servent dans nos forces armées. Nos amis, qui sont les amis de nos enfants, qui sont dans les mêmes équipes de sport. Nous devons protester contre cette diffamation, cette haine, contre ceux qui aiment Dieu différemment. C'est notre obligation, c'est notre identité. C'est ce qui fait de l'Amérique un pays extraordinaire. C'est ce qui fait du Canada un pays extraordinaire. Ici au Canada, une femme a déjà occupé le poste le plus élevé du pays. En Amérique, pour la toute première fois, une femme est la nominée pressentie, résumée d'un grand parti, qui sera peut-être présidente. Bon, je suis tendancieux, j'ai un parti pris, mais notre travail ne sera pas terminé avant que toutes les femmes dans nos pays seront véritablement payées à égalité, traitées à égalité et bénéficiant des mêmes opportunités que toute autre femme. Et il faut que les filles aient les mêmes opportunités que les garçons. C'est ce que nous devons être.
Et permettez-moi de dire, parce que je ne veux pas être très politiquement correct sur ces questions, je ne pense pas que ce soit des valeurs canadiennes, américaines ou occidentales. Je crois que ce sont, et Justin le croit aussi, et j'espère que vous tous le croyez aussi, ce sont des valeurs universelles. Et nous devons être audacieux dans leur défense, chez nous et dans le monde entier. Non, nous ne devons pas être timides, nous devons parler haut et fort pour défendre ces valeurs, ces droits inaliénables dans notre hémisphère. Je crains parfois que nous soyons un peu timides pour défendre ces valeurs, timorés. C'est pourquoi je vais continuer de parler haut et fort pour ces droits inaliénables. Ici, dans notre hémisphère, dans des endroits comme Cuba et le Venezuela, mais aussi dans des pays plus lointains. Pour les droits qu'ont tous les citoyens et la société civile de parler ouvertement et d'œuvrer pour le changement. Le droit qu'ont les journalistes de dire la vérité. Les droits qu'ont les personnes de toute confession de s'adonner à leur religion librement. Ces choses sont difficiles, mais elles sont justes. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est vrai. En fin de compte, c'est ce respect pour la dignité, envers la dignité de tous les individus, surtout les plus vulnérables parmi nous. Et c'est peut-être cela, plus que toute autre chose, qui lie nos deux pays. Être Canadien, être Américain, ne concerne pas notre apparence ou l'origine de nos familles, non, cela concerne notre engagement envers une foi commune. Et c'est pourquoi, ensemble, nous ne devons jamais vaciller lorsqu'il s'agit d'embrasser nos valeurs, le meilleur de nous-mêmes. Et cela comprend notre histoire en tant que pays d'immigrants. Et nous devons continuer d'accueillir des gens du monde entier. L'essor de notre économie s'améliore lorsqu'il y a de nouveaux immigrants. Il ne s'agit pas que d'une question économique. Lorsque les réfugiés s'échappent des bombes à barils et de la torture, lorsque les migrants traversent les déserts et les mers à la recherche d'une vie meilleure, nous ne pouvons pas tout simplement fermer les yeux. On ne peut simplement pas les appeler terroristes, ces gens vulnérables qui s'enfuient du terrorisme. Nous pouvons insister pour un processus ordonné. Nous pouvons exiger que notre sécurité soit protégée. Les frontières ont du sens. Mais à des moments comme ceux-ci, nous devons nous voir nous-mêmes dans les autres, car nous étions tous une fois des étrangers. Vous étiez un étranger. Vos grands-pères étaient des étrangers. Vos arrière-grands-parents étaient des étrangers. Ils n'avaient pas tous leurs papiers, leurs documents en ordre. Ils avaient des problèmes avec la langue. Ils ont été confrontés à la discrimination. Ils avaient des normes culturelles qui n'étaient pas les mêmes. Et à un moment donné, votre famille était des outsiders. Donc les mères, les pères et les mères, les enfants que nous voyons aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Et nous ne pouvons pas les rejeter. En tant qu'Américains, en tant que Canadiens, nous allons continuer d'accueillir les réfugiés et nous pouvons veiller à ce que nous le fassions de manière à protéger notre sécurité. Nous allons et nous pouvons faire les deux. Nous allons et nous pouvons faire les deux. Nous renforçons notre soutien à l'Amérique centrale pour que moins de familles et d'enfants tentent ce périple dangereux vers le nord. Cet automne, aux Nations unies, nous allons organiser un sommet mondial sur les réfugiés parce que, face à cette crise, plus de nations doivent être
au rendez-vous et répondre aux obligations fondamentales vis-à-vis de nos prochains. Ce sera difficile, les budgets sont limités et il y a des préoccupations légitimes. Tout le monde ne sera pas aidé, mais nous pouvons essayer. Les gens de bonne volonté, émus par la compassion, nous montrent la voie. Les habitants des îles grecques qui accueillent des familles au rivage, les Allemands qui donnent des bonbons aux migrants dans les gares, une synagogue en Virginie qui invite des réfugiés syriens à dîner. Et ici, au Canada, le monde a été inspiré, car des Canadiens dans tout le pays ont ouvert leur cœur et leur maison. Nous avons vu des citoyens tricoter des cukes pour maintenir les réfugiés au chaud pendant l'hiver. Nous avons vu votre Premier ministre accueillir de nouveaux arrivants à l'aéroport et leur montrer l'amitié et leur dire « Vous êtes en sécurité, vous êtes chez vous maintenant ». Et nous avons vu ces réfugiés qui se sentent obligés de rendre quelque chose et profitent de ces occasions que leur offre une vie nouvelle. Comme cette fille qui s'est échappée de l'Afghanistan sur dos d'âne et de chameau et en avion, qui se souvient d'avoir été accueillie dans ce pays par des bénévoles et le chant des rouges-gorges. Et maintenant, elle est dans cette chambre, elle est au cabinet parce que le Canada, c'est son pays. Un pays, ce n'est pas quelque chose que vous construisez comme les pharaons ont construit les pyramides. Un pays, c'est quelque chose que vous construisez tous les jours sur la base de certaines valeurs fondamentales partagées. Que cela est vrai. Que nous sommes bénis d'avoir eu des prédécesseurs, jour après jour, brique après brique, qui ont construit nos deux pays extraordinaires. Quelle chance, quel privilège avons-nous eu d'avoir cette chance, nous-mêmes, de construire ce monde et de le renouveler. Quelle bénédiction. Et à mesure que nous avançons ensemble à l'avenir sur cette route de la liberté, soyons à la hauteur de nos valeurs qui font ce que nous sommes, Canadiens et Américains, alliés et amis, maintenant et pour toujours. Je vous remercie.